Cette quarantaine n'a aucune raison d'exister. Elle n'a jamais existé dans la médecine, et cette quarantaine a fait des morts. Et probablement beaucoup plus de morts que le Covid lui-même, j'ai envie de dire. Parce que finalement, quand on laisse des personnes seules à la maison, sans soutien, sans médecine, sans contrôle médical et sans médicaments, eh bien on laisse mourir les gens. Et là, vous pouvez prendre n'importe quelle pathologie, vous prenez une pneumonie, vous les laissez pendant 10 jours à la maison, vous allez avoir des morts. Vous allez remplir les services de réanimation. Donc cette politique est complètement folle. Petit papier. Oui, la médecine, nous, on est des praticiens. Ce qu'on aime, c'est examiner les gens. C'est les ressentir. C'est essayer de savoir ce qui se passe avec la maladie. C'est les examiner, les étudier, faire de la clinique. C'est ce que j'ai appris à la faculté. J'ai eu des vieux professeurs qui m'ont dit ce qui est le plus important, c'est la clinique. C'est regarder, ressentir. Donc, tout de suite aller rechercher les signes du Covid. Et les premières choses qu'on a été à rechercher, moi j'avais remarqué l'anosmie par exemple, la perte du goût, la perte de l'odorat, c'est quelque chose que j'avais remarqué avant qu'on nous dise à la télévision. C'était quelque chose parce que j'aime la clinique, parce que j'aime étudier mes patients, les examiner, les regarder. Soudain, au mois de mars 2020, on nous interdit de les voir. On nous dit non, vous allez faire de la téléconsultation. Ça, c'était de la folie. C'était inacceptable pour moi. J'ai continué à voir mes patients. Après, on nous a interdit de traiter. Moi, j'avais commencé à traiter parce que je m'étais renseigné, parce que Raoul t'en avait parlé, mais aussi la Corée, la Chine, le Japon avaient déjà commencé à traiter avec l'hydroxychloroquine, avec l'azithromycine. C'était les Coréens qui avaient trouvé l'azithromycine. La Corée avait réglé le problème en 3 semaines. Donc, l'azithromycine, on savait qu'elle était efficace. Et soudain, on nous dit c'est les médicaments le plus dangereux sur Terre. Donc on nous a interdit de traiter, interdit de donner des médicaments qui avaient 50 ans, 70 ans. Ça, c'était impossible aussi pour moi. Après, et on l'a tous remarqué, les médecins, et Coralie va vous en parler des problèmes justement des rencontrés par les médecins, mais Gauthier aussi va vous en parler, on n'avait plus de liberté de parole. Il y a plein de médecins actuellement qui sont embêtés parce qu'ils ont dit à des patients « ne faites pas le vaccin ». Ils n'ont pas le droit de dire ça. Ils sont contre la politique de santé du pays. Donc ça devient vraiment pénible, ça devient vraiment une atteinte à la liberté d'expression. Donc je reprends. Interdiction de faire de la vraie médecine, interdiction de traiter et interdiction de parler. Là, ça devient vraiment une atteinte à la démocratie. Ça, je voulais insister là-dessus. Je vais vous parler encore de quelque chose. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est d'arriver à renverser le système. Parce qu'il faut arriver à renverser le système. On ne peut pas rester avec ce système-là. Ma façon de renverser le système, à mon niveau, c'est d'informer... Vous m'entendez ? Informer sur les effets indésirables du vaccin. Et ce que j'ai remarqué finalement, c'est qu'on a la NSM en France et moi au Luxembourg, on a le ministère de la Santé qui nous donne les déclarations des effets indésirables régulièrement. Maintenant, ça fait 2 mois qu'ils ne nous l'ont pas donné, mais je vais faire une projection à peu près et je vais vous donner les chiffres à peu près en projection en France. Ce qui est le plus important au niveau des effets indésirables, c'est les effets indésirables graves. En France, il y a entre 50 000 et 70 000 effets indésirables graves depuis 1 an qui sont déclarés au niveau de la NSM. Un effet indésirable grave, c'est minimum un handicap, une invalidité. Ça peut être aussi une hospitalisation grave. C'est une hospitalisation grave, longue. Ça peut être une réanimation ou un décès. D'accord ? Ça, c'est tous les effets indésirables graves. Donc on a entre 50 000 et 70 000 personnes qui sont out, qui seront hors de société maintenant, qui sont plus capables de travailler, qui vont être une invalidité pour la société, qui vont être des invalides pour la société. 50 000 à 70 000. Est-ce que vous réalisez ce que c'est ? C'est énorme. On ne peut pas ignorer ça. Sur les
C'est depuis le début du vaccin. Depuis le début du vaccin. On peut considérer qu'il y a environ entre 15 000 et 20 000 hospitalisations depuis plus d'un mois, actuellement. Il y a 15 à 20 000. Il nous parle des personnes en réanimation, là. Il nous parle pour le Covid. Mais actuellement, en France, il y a entre 15 000 et 20 000 personnes qui sont hospitalisées à cause du vaccin. Et qui sont hospitalisées déjà depuis plus d'un mois. C'est énorme. Il faut que les gens réalisent. Il y a entre 3 et 5 000 personnes. Là aussi, ils nous parlent, je ne sais pas combien ils nous disent de personnes qui étaient pour le Covid en réanimation. Actuellement, il y a entre 3 et 5 000 personnes qui sont en réanimation en France à cause du vaccin. Depuis plus d'un mois. Et on peut considérer qu'il y a entre... Alors là, ça c'est les chiffres. Officiellement, il y a entre 2 000 et 3 000 morts du vaccin en France. Entre 2 000 et 3 000 morts. Je fais des évaluations. Parce qu'on a eu les résultats de la NSM sur 2021 et on a encore 3 mois et demi, sachant qu'en plus le booster est beaucoup plus dangereux que les autres vaccins, on doit avoir entre 2000 et 3000 officiellement, 2000 à 3000 morts du vaccin en France. Maintenant, vous savez très bien que toutes les personnes qui sont décédées à la maison à la suite du vaccin, qui n'ont pas eu d'autopsie, toutes ces personnes-là ne font pas partie des personnes déclarées mortes du vaccin. Donc, on peut multiplier par 10 là. Ça, c'est les évaluations qu'on peut faire. Donc, on doit avoir entre 20 000 et 30 000 morts ici en France, et en étant gentil, parce qu'il est possible que ce soit beaucoup plus. Et dans le monde, probablement, possiblement, jusqu'à 2 millions de morts. Du vaccin. Pour l'instant. Je pense que si vous avez bien compris ça, on est déjà avec le médicament le pire qu'on ait jamais eu dans l'histoire de la pharmacie. Donc, on est dans un monde de fous. Et là, je fais appel à Martine Voller, qu'elle aille leur en parler à tous les députés. Elle le fait déjà, je sais, mais je ne sais pas où elle est, Martine. C'est un génocide. C'est un génocide. Et je me suis retrouvé en face des médecins, parce que moi je les ai côtoyés, je me suis retrouvé en face des médecins du collège médical de l'ordre des médecins à Luxembourg. Ils m'ont dit, je reprends la phrase, et je l'ai même analysée par la suite parce que je ne l'ai pas compris directement. Ces médecins m'ont dit, peu importe. Alors, la discussion est venue comme ça. Ils m'ont dit, est-ce que vous connaissez un vaccin qui a fait 2 millions de morts? Alors j'ai dit, j'essaye de comprendre ce que vous voulez dire. Ils m'ont dit, oui, il y a déjà eu 2,5 millions de morts du Covid l'année dernière au mois d'avril. Je dis, oui, et alors je ne comprends toujours pas ce que vous voulez dire. Et il m'a répondu, peu importe qu'il y ait 2 millions de morts avec le vaccin, on le fera à tout le monde. Alors, dans cette phrase, il y a un côté dictatorial, on le fera à tout le monde. C'est-à-dire que ces petits médecins qui font partie d'un collège médical et qui font partie de l'ordre des médecins sont des espèces de petits dictateurs. Et, je reprends, génocidaire. Génocidaire parce que accepter qu'il y ait 2 millions de morts avec un vaccin, c'est impossible. Il faut bien comprendre qu'un vaccin, on le fait chez des personnes qui sont en bonne santé. Si on le faisait chez des personnes qui étaient malades, on est là pour les soigner. Mais là, on le fait chez des personnes qui sont en bonne santé. Et je reprends le discours de Annette et de Marie-Laure. On fait ce vaccin en espérant qu'il y ait un bénéfice. Il faut absolument qu'il y ait un bénéfice. L'année dernière, au mois d'avril, lors d'un discours sur la place d'Arbre au Luxembourg, je disais, on sait, au mois d'avril, on savait qu'il y avait 40 morts par million de vaccinations. Quand on sait, par exemple, chez les enfants, qu'il y a eu seulement 13 morts, à l'époque, il y avait eu seulement 13 morts en dessous de 20 ans, chez les enfants en France, avec le vaccin, avec le Covid, oui, excuse-moi, merci François de me corriger, je me trompe toujours. Avec le Covid, il y a eu seulement 13 morts en France, avec le Covid pour les moins de 20 ans. Si on avait 40 morts par million de vaccinations, obligatoirement sur les 15 à 20 millions de jeunes de moins de 20 ans ici en France, on aurait eu entre 600 et 800 morts. Si on faisait la vaccination chez tous les enfants. Donc on passe de 13 morts avec le Covid à 600 morts, 800 morts avec le vaccin.
Il est impossible de faire ça. Alors là, on reprend les données de Marie-Laure et de Annette. Il faut absolument qu'il y ait un bénéfice pour la mise sur le marché conditionnel du vaccin. Il faut qu'il y ait un bénéfice. S'il n'y a pas de bénéfice, l'Agence européenne du médicament, l'FDA, l'Organisme mondial de la santé, l'OMS, n'a pas le droit de mettre le vaccin sur le marché. Donc, on revient aux génocidaires. C'est ces agences-là qui sont génocidaires. Donc, c'est carrément tous ceux qui sont en haut de la pyramide, qui dirigent tout ce système de santé, qui sont l'origine du génocide. Donc, ça devient vraiment très très compliqué. Et finalement... Je suis désolé de t'interrompre. Il faut que j'avance en vitesse. On va écouter un peu les autres. En fait, on est pris un peu par le temps. C'est en fait oui. Fred, il m'a donné un super programme pour la journée. J'ai terminé là. J'ai juste terminé. Donc je voulais juste introduire comme ça. Je vous ai expliqué un petit peu comment ça se passe. On a perdu nos libertés. Je vous ai expliqué qu'il faut absolument parler de ces effets indésirables qui sont un véritable scandale et qui sont un génocide. Je vais laisser la main. Coralie va nous parler un petit peu de l'instrumentalisation des médecins. Et mes deux collègues vont parler surtout de la practice au niveau des cabinets médicaux. Je leur laisse la main, je leur laisse la parole. Merci. On va essayer de faire des sessions de 5 minutes pour chacun pour rattraper un peu le temps. Vous êtes d'accord? Oui, alors je pense que pour la plupart vous ne me connaissez pas. Contrairement au Dr Vox, je n'ai pas été médiatisée. Je ne suis pas médecin généraliste, je suis chirurgien pédiatre, donc beaucoup moins exposée aux effets indésirables et à la question de la vaccination. Mais depuis le début de cette crise, ma position a toujours été très ouverte et très observatrice. C'est-à-dire que quand on nous a parlé d'une maladie émergente, j'ai suivi toutes les informations qui pouvaient être données. On avait des informations très partielles venant de la Chine et j'entendais autour de moi déjà des manifestations de la peur. Mon coiffeur m'a dit par exemple, on va tous mourir. Et ça, c'est bien une traduction populaire de ce qu'on a essayé d'instiller dans les esprits. Quelque chose qui était incontrôlable et qui devait nous arriver un jour ou l'autre. Et cette peur-là, il faut comprendre que nous, médecins, on est censé ne pas avoir la même peur. On est censé avoir un recul parce qu'on a des connaissances scientifiques et parce qu'on est là pour soigner, on ne doit pas penser à nous d'abord. Mais on est tous des êtres humains et parmi les médecins, beaucoup ont eu peur. Donc, je ne veux pas me faire l'avocat de tous les médecins parce que certains médecins ont une position que je juge coupable en adhérant à des choses qui allaient complètement au-delà de notre rôle et qui étaient doctrinaires. On doit d'abord ne pas nuire. Et face à des médicaments qu'on connaît, dont on sait qu'ils sont inoffensifs, on ne doit pas refuser de les utiliser au prétexte d'une recommandation gouvernementale. On doit garder notre liberté de médecin. Et un décret ministériel interdisant une substance qui auparavant était d'utilisation libre et sans ordonnance, ça doit quand même susciter la curiosité de la part de tous les médecins normalement constitués. Ça n'a pas été le cas, et je pense que, outre la peur du virus, il y a eu beaucoup la peur de la sanction. Ce n'est pas un sentiment forcément très très noble, mais c'est réel. Les médecins ont été vraiment très menacés lors de toute cette crise, dès le début. Et la pression que tout le monde a subie pour cette pseudo-obligation vaccinale, il faut imaginer que les médecins l'ont subie dès le début de 2020 par l'obligation de conformité au discours général et au discours politique. Et cette obligation de conformité des prescriptions et des discours, c'est un véritable muselage des médecins qui a eu lieu. Il y a très peu de personnes qui ont osé s'en affranchir parce qu'il y a eu des exemples de sanctions dès le début. Donc, quelques voix se sont opposées, beaucoup sont restés très discrets, et puis beaucoup de médecins ont malgré tout eu peur. Ils ont eu une peur viscérale de ce virus qu'on ne comprenait pas. Donc tout ça pour vous expliquer pourquoi les médecins ne se sont pas tous élevés contre cette nouvelle façon de gérer la santé qui s'est déplacée au niveau politique. Il y a eu la peur du virus, et il y a eu la peur de la sanction. Et puis, nous, médecins qui avons eu une position différente, on a œuvré dans l'ombre pour pouvoir continuer à exercer. Et ça, c'est très important parce qu'on ne pouvait pas prendre la parole, comme l'a dit Benoît Vox. Si on prenait la parole, on était tout de suite discrédité et menacé. Donc voilà ce que je me bornerai à vous dire. J'ajouterai quand même mon petit couplet sur les effets indésirables.
Comme je suis chirurgien pédiatre, j'ai donc vu arriver à ma consultation, à partir de début 2022 principalement, des adolescents qui présentaient des douleurs, c'était principalement des douleurs articulaires puisque je suis orthopédiste, et pour lesquelles on n'avait aucune réponse. Donc des patients parfois que je connaissais qui par le passé avaient présenté des phénomènes douloureux et qui me disaient mais ça n'a plus rien à voir docteur, je ne peux plus dormir la nuit. J'ai des décharges électriques dans le dos, plus rien ne me soulage et j'ai vu des enfants qui me disaient si c'est ça la vie, ça ne vaut pas la peine d'être vécu. Donc je procède bien sûr à un interrogatoire soigneux pour savoir ce qui a pu déclencher une douleur de cet ordre, y compris dans des traumatismes physiques ou psychiques. Et puis, toujours, on me disait non, rien, non, j'ai pas fait plus de sport que d'habitude, non, j'ai pas pris de médicaments. Ah non, j'ai pas fait le Covid, d'ailleurs, je suis vaccinée. C'était comme ça. Donc, je demandais, depuis quand est-ce que tu es vaccinée? Et on me répondait, c'était au mois d'août. Et je dis, et tes symptômes, ils ont démarré quand? Au mois de septembre. Et donc, je ne disais rien de plus. Et parfois, je voyais les parents me regarder avec des yeux écarquillés en me disant « Mais docteur, vous êtes en train de dire que ça pourrait être le vaccin ?» Je leur dis « Je ne dis pas que c'est le vaccin, je dis juste que je ne vois pas d'autres raisons qui peuvent avoir déclenché ces symptômes. » Et puis, j'avais aussi parfois des réactions assez paradoxales de la part des adolescents. « Mais enfin, docteur, qu'est-ce que vous dites? C'est pas possible. » Je dis « Pourquoi est-ce que tu dis que ce n'est pas possible ?» Eh bien, c'est pas possible parce que après le vaccin, j'ai rien senti. J'ai même pas eu mal au bras, j'ai pas eu de fièvre, j'ai pas été fatiguée, donc ça peut pas être le vaccin. On a bien conditionné tout le monde. On a bien conditionné tout le monde en leur disant vous aurez un peu de fièvre, un peu mal au bras, vous serez un peu patraque pendant quelques jours, une semaine tout au plus, et puis ensuite tout rentrera dans l'ordre. Donc dans l'esprit des gens, s'ils n'avaient pas ça, ils n'avaient pas d'effet secondaire. Et quand ils ont déclaré des signes un peu à distance, ils n'ont pas du tout fait le rattachement avec le vaccin. Ils sont allés voir parfois leur médecin traitant, certains ont quand même posé la question est-ce que ça ne peut pas être le vaccin? Et très souvent ils se sont entendus dire non, ça ne peut pas être ça. Le débat était terminé. Donc on peut imaginer à quel point il y a eu une sous-déclaration des effets indésirables, puisque les patients qui se posaient vaguement la question ont tout de suite été détournés de ce lien de causalité possible. Je ne dis pas qu'il était systématiquement en cause, je dis simplement qu'il y avait une possibilité et que normalement l'effet secondaire aurait dû être déclaré et que l'imputabilité n'a pas à être établie par le médecin, mais secondairement sur tous les effets secondaires enregistrés. Donc voilà pour vous dire que les esprits ont été bien préparés à considérer que des effets indésirables, il y en a très peu, et que même les signes graves qui peuvent survenir à distance, ça ne peut pas être attaché au vaccin. Et donc, sur ces mots, je vais laisser la parole à mon confrère pour vous expliquer sa situation de médecin généraliste et les difficultés qu'il a rencontrées. Pour ma part, je n'ai pas eu de difficultés majeures. J'ai réussi à continuer à parler avec prudence au début, de moins en moins au fil du temps, et à éveiller certains esprits, je l'espère. J'ai essayé également de mettre en garde mes petits patients contre les injections. Et ce qui me rassure, c'est d'entendre de plus en plus les gens me dire « Ah, de toute façon, il n'y aura pas d'autres injections. » Merci. Bon, on va y aller. Je m'appelle Yves Vert, je suis médecin généraliste depuis 45 ans. Donc des crises, j'en ai connues. J'ai connu H1N1, Mediator, le Tamiflu, autant de scandales dans lesquels j'ai eu la chance de ne pas me faire piéger. Et là, je tombe sur un truc qui, alors, dépasse l'entendement. On croit être dans un film de science-fiction. D'un seul coup, il y a la crise Covid. On est désemparés, bien sûr, parce que sur le terrain, on ne sait rien de ce nouveau virus là, qui débarque, avec des caractéristiques particulières, suspect d'avoir été manipulé en laboratoire, et donc d'avoir des effets secondaires éventuellement très dangereux dans environ 5% des cas. Donc notre rôle à nous, c'est quoi sur le terrain? C'est de se dire, il faut à tout prix qu'on évite quand même ces gens qui sont à risque mortel, il faut qu'on sache les soigner et essayer de s'en sortir. Pendant 3 mois, on était très embêtés parce qu'on ne savait même pas quelles étaient les vraies complications de cette affaire. C'est apparu quand même assez rapidement grâce à des anesthésistes, notamment aux États-Unis et en Italie. On a su rapidement qu'il y avait des thrombophlébite, des embolies pulmonaires, qu'il y avait des signes cardiaques à type de péricardique, de myocardite, et qu'il
il y avait l'emballement de la réaction inflammatoire pulmonaire sous l'action du Covid, qui étaient les 3 actions majeures, disons, qui pouvaient emporter le patient ou le mettre en difficulté. On savait aussi qu'au début, il y avait un rythme en 2 semaines. Il y avait première semaine, deuxième semaine. Première semaine, il n'y avait pas de complications, mais deuxième semaine, on morflait un max. Et c'est là que les gens se retrouvaient, notamment en réa. Donc l'idée qui m'est venue, mais qui est venue à d'autres confrères aussi, c'est de dire si on veut lutter contre ça, il faut à tout prix intervenir en première semaine. Au moment où on disait à tout le monde, attention, restez chez vous, prenez du Doliprane et on verra ce que ça donnera. À ce titre, il y a eu 20% de gens qui sont morts chez eux sans soins. 17% qui sont arrivés en réa. Le premier jour, ils sont morts parce qu'ils n'avaient pas été soignés avant. Donc ça fait 37% de gens qui n'ont pas bénéficié de soins. Sur 130 000 morts, vous voyez à peu près ce que ça fait. Moi, j'en pleurais. Donc, je me suis dit, écoute, il faut à tout prix que tu passes le message à tes patients de venir tout de suite. Et de ne pas avoir peur, parce qu'on a fait peur aux médecins en même temps. Vous êtes malade. Moi, dans ma famille, on me disait, t'es complètement malade de soigner des gens comme ça. Il va t'arriver la mort. Donc, il fallait que tu me battes aussi contre les miens, pour leur dire, écoutez, non, je suis médecin, c'est bon. J'ai soigné des grippes, j'ai soigné des trucs, ça fait 45 ans que je fais ça, je ne vais pas maintenant m'amuser à ne plus être médecin. Donc l'idée, c'était de déceler rapidement le risque potentiel chez les patients qui étaient en danger, donc ces fameux 5%. Et donc il fallait les examiner, pas faire de la visioconférence. C'est une honte ce qui s'est passé, c'est honteux. Comment voulez-vous connaître un poumon sans le sculpter? Un cœur sans le sculpter? Une prise de tension sans être là? Non mais c'est nul. Donc voilà, j'ai réussi à passer le message quand même à la majorité de mes patients qui n'ont pas hésité à venir, et d'autres d'ailleurs, puisqu'ils étaient refusés dans les cabinets médicaux, puisque les gens avaient peur, d'autant que ma position était un petit peu rebelle quand même, et que d'autres étaient influencés et par l'ordre des médecins, et par l'ARS, et par le gouvernement, et par la population, qui elle-même avait peur, et donc voulait se faire vacciner, et on était traités au départ de gens qui n'étions pas solidaires des gens, qui ne voulaient pas les protéger par le vaccin, puisqu'on était contre, même si on leur expliquait qu'il y avait des complications éventuelles, et qu'on pouvait très bien soigner le Covid. Alors oui, on pouvait très bien soigner le Covid, force est que j'ai eu très très peu d'hospitalisations, qui sont tous guéris, et que mes plus âgés avaient 99 ans, ils sont restés en maison de retraite, ils ont été soignés, et ils jouaient la belote après. Donc... j'ai traité 2000 personnes du Covid, j'ai 0 mort. Donc c'est la preuve que si on traitait, si on s'occupait des patients, il ne devait pas y avoir de mort. C'est une arnaque. Cette politique est une arnaque. Donc ce que je veux vous dire, c'est que les méthodes pour soigner, moi j'ai utilisé celle qui m'a permis d'être un petit peu discret. Pourquoi? Parce que je voyais venir un petit peu les membres de... Alors l'ordre des médecins qui m'écrivaient en me demandant quelle était ma position sur le vaccin, par exemple, auquel je répondais pas, bien sûr. Et puis les confrères qui disaient « Ah oui, voilà, t'exagères », enfin bref, on était critiqués de partout. Donc, un petit peu discrètement, on faisait le boulot quand même. Prévenir des phlébites ou des embolies pulmonaires, on fait ça depuis des années, c'est extrêmement facile, il y a des anticoagulants pour ça, on pouvait faire les traitements préventifs. Prévenir une atteinte inflammatoire du cœur, on pouvait le faire aussi. Il y avait les péricardites avec notamment la colchicine qui était sur le marché, et puis il y avait aussi les corticoïdes qu'on pouvait utiliser. Enfin, dans l'atteinte pulmonaire, effectivement, les corticoïdes et les antibiotiques pouvaient être utilisés aussi en préventif pour ne pas avoir de catastrophe. On pouvait asseoir notre décision thérapeutique sur une simple prise de sang qui contenait notamment les didymères, mais la BNP aussi, pourquoi pas la troponine, et puis le NF-PCR, c'est-à-dire les signes d'inflammation. Ça nous permettait un petit peu de serrer un petit peu les facteurs de risque, voire même de suivre certains patients qui nous semblaient un peu suspects, pour voir si cette inflammation augmentait ou pas et si c'était un risque. Donc vous voyez quelque chose de très simple. À côté de ça, il y avait l'ivermectine, il y avait l'hydrochloroquine, l'azithromycine, il y avait vraiment de la réserve de traitement. Ça veut dire qu'on pouvait absolument très bien soigner cette maladie à condition de la prendre tôt, en ce qui concerne les premiers variants. Après, les autres variants ont été moins sévères, quoique le delta n'était pas si mal que ça. Mais donc,
Tout ça pour vous dire que, au fil du temps, il s'est avéré qu'à mon cabinet sont venus par le bouche à oreille des tas de gens qui étaient désemparés parce que leurs médecins voulaient leur imposer la vaccination, qui allaient perdre leur métier, qui étaient très perturbés dans leur vie par tout ça, et qu'on a essayé d'aider en trouvant toujours des solutions tarabiscotées qui puissent passer quand même. Et on a réussi pas mal quand même, hein. Mais il y en a qui ont changé d'orientation. Je me souviens d'une orthophoniste qui a dit de toute façon mon boulot je le retrouverai, j'ai un peu d'avance, je pars 4 mois au Cap-Vert. Hein, c'était une façon de se dire j'attendrai un petit peu que cette connerie s'arrête. Mais je connais des femmes sur le terrain, aides-soignantes, des aides ménagères qui ont arrêté carrément leur métier, ils sont allés à travailler au Leclerc ou ailleurs pour gagner leur vie parce que elles avaient une obligation vaccinale à laquelle elles ne voulaient pas se soumettre. Et j'ai connu aussi des gens vaccinés qui partaient, qui ne retournaient pas voir leur médecin et qui venaient me voir parce qu'ils avaient à leur avis des complications de cette vaccination et qui comptaient sur moi pour les aider à se soigner de ces complications. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à chaque fois qu'on arrive en retard, que ce soit pour le Covid ou que ce soit pour les complications des vaccinations, c'est extrêmement difficile parce que c'est déjà en place. L'exemple du Covid long, à mon avis, est un exemple parfait. Si on traitait tout de suite le Covid, c'est vrai qu'on a beaucoup moins de risque d'avoir un Covid long derrière avec des séquelles qui continuent. Alors voilà, moi, mon témoignage, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut combattre, hein, il faut continuer. On est obligé d'être discret parce que sinon on en prend plein la tête et qu'on risque d'être interdit d'exercer ou des choses comme ça. Mais il faut que tout le monde... je pense que maintenant, dans l'air du temps, les gens vont commencer à comprendre, et je sens moi dans les clientèles que les gens commencent à comprendre que l'option qui a été prise était une belle arnaque. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Dans la boîte. Alors moi je vais vous parler de l'autre partie du décor, qui est celui des soignants. Tous les soignants. Je parlerai peu des hospitaliers parce que je suis un libéral, donc je connais moins le problème hospitalier. En attendant, il y a quand même des hospitaliers qui ont été obligés de s'arrêter. Alors, j'ai la malchance, nous avons la malchance avec le groupe qui m'accompagne, d'être dans un département où on a toujours eu des micro-dictateurs. Je vais appeler ça micro, parce que j'estime qu'ils ne sont pas plus que ça. Un conseil de l'ordre qui a toujours été, en tout cas pour les médecins, qui a toujours été terrible, et une CPAM avec des directeurs qui sont toujours dictatoriaux. Et donc, je vais commencer le 15 septembre. Le 15 septembre où notre interdiction d'exercice est arrivée, de par l'ARS et le Conseil de l'ordre. Alors, pour vous montrer comme c'est dictatorial, je vais prendre mon exemple. C'est pas par égocentrisme, mais c'est parce que j'avais quand même plusieurs fonctions. J'étais donc médecin généraliste depuis 37 ans. Et bien évidemment, je ne pouvais plus exercer la médecine libérale. J'étais médecin pompier. Pareil. Et pour vous montrer comme c'est dictatorial à l'ordre des médecins, on m'a dit il faut démissionner des pompiers. Je suis désolé, mais ce n'est pas au Conseil de l'ordre de me dire de démissionner, c'est bien au médecin-chef des pompiers de me le demander. J'étais également président de l'association des soins d'urgence qui régulait, qui assurait les régulations de nuit. Pareil, le président du Conseil de l'ordre m'a dit il faut démissionner. C'est une association 1901, donc il n'avait rien à me demander, c'était bien aux membres de l'association de me demander de démissionner. De même pour une commission territoriale de santé que j'étais en train de mettre sur pied avec d'autres collègues, bien évidemment. Donc vous voyez, l'ordre des médecins déjà dictatorial attendait énormément de choses, donc j'ai dit je m'arrête de travailler puisque j'avais la chance d'être en retraite, donc j'ai dit j'arrête. J'arrête et je rentre dans la résistance. J'ai donc... Tu as été défendu par le maire de ta commune ou pour des représentants de la région, hein? J'ai toujours été très transparent avec mes patients. Ils savaient que je ne serais jamais injecté. J'avais bien mis un papier sur la porte de la salle d'attente en leur disant voilà, je ne serai jamais injecté. Ceux qui veulent refuser mes soins le peuvent.
évidemment. Il y a eu un comité de défense dans ta Alors, il y a eu un comité de défense, tous les patients se sont levés, on fait venir les médias, on fait une pétition. Bon, bien évidemment, ça n'a servi strictement à rien. Donc voilà, donc je me retrouve dans la résistance et avec d'autres professionnels de santé qui sont dans le même cas que moi, on a décidé de créer un collectif. Alors, je ne suis pas le plus malheureux puisque je suis en retraite. Par contre, j'ai des confrères, enfin, oui, des confrères, je vais dire ça comme ça. Eux, ils ont le droit au titre de confrère par rapport à certains médecins du département. Des confrères qui sont kinés, qui n'ont plus de travail, qui sont obligés de continuer à payer leurs charges. Hein, les charges des logements, par exemple, des équipements professionnels. Parce que ça, évidemment, quand vous avez un local professionnel à louer, on ne va pas vous dire on vous fait cadeau des 6 mois de préavis. Hein. L'URSSAF, évidemment, va continuer à vous prélever. Voilà. Donc ces gens sont sans ressources avec des charges qui continuent à tomber. Et ça, c'est une aberration totale. Voilà. Et lors des kinés, entre autres, marche également dans le système comme le Conseil de l'ordre des médecins. Voilà, donc nous, notre décision, ça a été de réinformer. C'est vrai que j'aurais pu essayer de continuer, bien que si on continue et qu'on se fait prendre, je ne vous dis pas. Hein, vous avez droit à 6 mois de prison maximum. Bon. Et puis, ça doit être 60 000 € d'amende. Voilà. Donc, voilà. Un de mes confrères, lui, s'est arrêté, puisqu'il était jeune, il a arrêté et il fait du coaching médical. J'ai peur pour lui parce que entre le coaching médical et vraiment le travail du médecin, ça pourrait être très mal interprété par des gens malveillants, hein, et dire que c'est un exercice illégal de la médecine puisqu'il n'a plus le droit d'exercer. Voilà. Et donc avec le petit groupe que nous avons créé, nous avons décidé de réinformer. C'est pour ça que nous avons fait une marche du réveil, puisqu'il faut quand même que les gens se réveillent. Nous avons décidé de réinformer. Et donc, les t-shirts sont en vente. Et nous avons fait la marche du réveil qui partait donc d'Épinal pour se rendre à Paris, où nous avons été accueillis par des Parisiens au Mont Valérien. Voilà, donc nous sommes partis là-dedans. Je travaille un petit peu quand même avec l'Alliance humaine également, hein, ce qui me permet de continuer à faire un peu de médecine, parce que j'avoue franchement que ça me manque. Je pensais prendre ma retraite effective sûrement au bout d'1 ou 2 ans, mais voilà, on m'a obligé et ça me plaît pas du tout. Alors, je vais me lancer, je vais parler de politique, parce que je pense que ce qu'il faut, c'est qu'on trouve là, demain, quelqu'un qui va faire barrage à ce qu'on ne veut plus. Quelqu'un qui soit... Alors personnellement, je trouve que quelqu'un qui n'est pas vacciné, je ne mets pas de nom, qui n'est pas vacciné. Le seul qui n'est pas vacciné, effectivement. Et qui réintégrera les soignants, si c'est possible, si par le plus grand des hasards il y arrive. Il arrive à passer au 2e tour, qui réintégrera les soignants et qui permettra que le pass vaccinal n'existe plus. Voilà, merci. On peut les applaudir très fort. Alors, si vous êtes d'accord, on va commencer la question-réponse. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions, comme avant? Aucune question? C'est bon? On peut les libérer? Alors moi je propose de faire... Là. Si, là. Une question. Pas une information, une question. On veut des questions. Macron a déjà dit récemment que le pass vaccinal serait de retour à l'automne, avec la pluie. Et moi je dis que Macron, il sera plus là à l'automne. Vous avez des
médicaments pour Manu? Non, on va prendre des questions. Alors, mon assistante, elle est partie. Venez là, le micro il marche très bien. On va essayer de faire des questions. Alors, comme on a les 4 médecins, on va essayer de faire un médecin après l'autre, si c'est possible, comme ça tout le monde répond. D'accord? Le jeune homme là-bas, aux lunettes, qui arrive. Oui, non, moi c'est plus une question, mais c'est une remarque par rapport à ce qui a été dit. Il y a des médecins qui sont très courageux, on a vu, il y en a d'autres. Il y a des soignants qui sont très courageux, qui ont perdu leur boulot. Et puis, il y a des médecins qu'il faut montrer du doigt. Parce que dans notre entourage, moi j'ai vu des médecins qui, d'une part, refusaient de faire, parce qu'on parle des conséquences secondaires. Il y a des médecins qui refusent, qui vaccinent leurs patients, qui refusent de faire remonter les conséquences secondaires. Des personnes qui ont des problèmes graves, quand ils vont chez le médecin, pour le signaler, le médecin dit non, ça ne peut pas. Ce n'est pas le vaccin, et ils refusent de faire remonter. Donc, ce qui fait qu'on doit avoir beaucoup plus de vaccins. Donc, il y a des médecins qui font montrer du doigt, parce qu'il y a des médecins qui ont fait du cric, qui ont fait de l'argent sur les vaccins. Énormément d'argent. Je pourrais en citer autour de moi, je peux en citer, c'est pas le but. Mais il y a énormément. J'ai vu des personnes, par exemple, il y a des personnes que j'ai convaincues de ne pas se faire vacciner, qui allaient chez le médecin, que le médecin disait mais si, il faut vous faire vacciner, tout ça, etc., qui se faisaient vacciner, qui avaient des problèmes après. Donc, dire que les médecins ne sont pas responsables, non, c'est faux. Il y a des médecins qui sont responsables, qui sont rentrés dans le système, et ils n'ont aucune excuse. Parce que, si on peut dire que le commun des mortels, souvent, il ne le sait pas. Mais moi, je suis désolé, quand je vois la famille des personnes âgées à la campagne, ils me disent qu'ils ne vont pas se faire vacciner, et puis en fin de compte, ils se font quand même vacciner parce que c'est le médecin de famille en qui ils ont confiance qui les a convaincus de se faire vacciner. Donc le médecin là, il est responsable. On ne peut pas dire qu'il n'est pas responsable. Donc, après, sur le fait que désigner les coupables, les vrais coupables dans cette affaire, excepté peut-être Mme Bonner et quelques-uns de ses collègues, ce sont quand même les députés. Parce que ce sont les députés qui votent les lois. Et ce que je regrette peut-être un peu, c'est qu'aucun politicien ne reprenne le principe. On a un principe, je l'ai vu en droit quand j'ai fait l'initiation juridique, qui est la hiérarchie des normes. C'est-à-dire qu'une loi ne peut pas aller contre la Constitution. C'est totalement impossible. Il y a d'abord ce qu'on appelle les notes, les circulaires, les décrets. Au-dessus, il y a les lois. Au-dessus des lois, il y a la Constitution. Au-dessus de la Constitution, il y a le préambule de la Constitution. Et il y a les principes généraux et fondamentaux du droit. Ce qui fait qu'on n'avait pas le droit de confiner les gens. C'est totalement interdit par la Constitution. On n'a pas le droit de vacciner les gens contre leur gré. Parce qu'effectivement, il y a le traité de Nuremberg, mais il n'est pas nommé dans la Constitution, mais les traités internationaux sont cités dans la Constitution. Donc on ne peut pas faire une loi. Aucun député ne peut faire une loi qui va contre la Constitution. Il n'y a personne qui le dénonce. Donc c'est vrai qu'on a Macron qui s'assoit sur la Constitution, mais il s'assoit avec l'aide des députés. Ce sont les députés qui votent ces lois totalement illégales. Et bien entendu, ils ne sont soutenus par, disons-le, par Laurent Fabius, qui a son fils qui travaille chez McKinsey. Et ces gens-là devraient, il y a un avocat qui le fait, je crois, dans le sud de la France, ces gens-là doivent comparaître devant la justice, parce qu'ils ont violé la Constitution. Ils ont violé la Tout ce que vous dites, c'est juste, mais en fait, c'était pas une question. Est-ce que je peux apporter un commentaire? Ouais, commentaire ou répondre à la question qui n'était pas une question. C'était pas une question, mais faire un commentaire. Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a des médecins qui sont fautifs, il y a des soignants qui sont fautifs, qui ont participé à tout ça. On est d'accord. On ne va pas se transformer en tribunal, mais ils devront rendre des comptes un jour ou l'autre. Comme vous le dites, les vrais responsables, ce sont les décideurs. Mais qu'est-ce qui fait qu'un médecin ou un soignant va adhérer à un discours qui n'est pas finalement sanitaire ou politique? Et qu'est-ce qui va lui faire perdre son esprit critique? En fait, tout ça, ça s'est passé en amont. Les médecins qui n'ont pas adhéré, c'est des médecins qui avaient déjà pris de la distance par rapport aux réalités scientifiques qu'on nous assène.
Tous les médecins qui ont choisi par exemple les médecines douces, les médecines alternatives, sont ceux qui ne croient plus en l'allopathie, qui ne croient plus au discours des laboratoires, ou en tout cas qui ont un esprit critique et qui savent faire le tri. Donc tous ces médecins-là sont restés tout à fait hermétiques au discours gouvernemental, aux injonctions. En revanche, beaucoup, et parmi les plus jeunes énormément, beaucoup ont accepté ce que les laboratoires disaient, ce que les études précliniques disaient sur les vaccins, les recommandations ou les interdictions de prescrire qui ont été édictées. Tout ça, ça a été adopté surtout par une jeune génération qui a l'habitude de fonctionner sur des protocoles et à qui on n'a pas appris à développer son esprit critique, et ça, c'est dramatique. Il y a quelque chose qui est arrivé dans l'enseignement de la médecine il y a déjà un certain nombre d'années, c'est la lecture critique des publications scientifiques. Alors c'est curieux parce que moi, je n'ai pas eu droit à cet enseignement. Mais je me suis rendu compte que j'avais un esprit critique beaucoup plus développé que tous ceux qui ont suivi cet enseignement. Donc je me demande ce qu'on leur apprend. Et on sait, bien sûr, quand on a de l'expérience, que toutes ces études sont financées par des laboratoires et on sait qu'il y a forcément des conflits d'intérêts. Alors, avec un peu de bouteille, un peu de bon sens, tout simplement, on prend tous les résultats avec beaucoup de distance. Mais il y a des médecins qui sont restés très crédules, je dirais, et qui continuent à penser que ce qui est publié vaut parole d'évangile. Donc tous ces médecins, parmi ceux-là, beaucoup ont cru bien faire, ils n'en sont pas moins fautifs, mais ils ont cru bien faire en participant à la vaccination. Et donc, bien sûr, il y aura des comptes à rendre. Je sais que beaucoup de patients n'ont plus trouvé d'oreilles attentives auprès de leur médecin et sont actuellement à la recherche d'un nouveau médecin. Et il y a une rupture de confiance qui est grave vis-à-vis du corps médical. Parce qu'il y a quand même encore beaucoup de très bons médecins. Il y a beaucoup de médecins qui n'ont pas adhéré à tout ce qui nous a été dit, mais qui ont choisi la discrétion, parce que, comme le disaient les docteurs Bain et Divers, il faut être discret, c'est une question de survie. Et ceux-là ne sont peut-être pas les plus courageux, mais ils seront présents quand on aura le droit de parler et de prescrire librement. Et j'espère, je crois très sincèrement que ça reviendra. Mais donc, voilà, juste pour vous dire, ne faisons pas le procès qu'il y a eu à la libération française en tondant toutes les femmes qui avaient fricoté avec l'ennemi. Il y a des histoires particulières et la justice donnera une réponse. Il y a une autre chose qui est particulière, c'est que le vaccin, on est dans une religion. Avec le vaccin, c'est vraiment une religion. On a un martelage dans la tête des médecins comme quoi le vaccin, c'est le progrès. Il ne peut pas y avoir de vaccin qui soit mauvais. Alors que je n'ai pas arrêté de le répéter depuis le début, je l'ai dit au collège médical, à l'ordre des médecins, je leur ai dit, moi, un vaccin, je le prends s'il est bon. S'il est mauvais, je ne le prends pas. Mais ça n'existe pas. Un vaccin qui est mauvais, ça n'existe pas. Or, je le répétais, ils n'étaient même pas au courant, l'ordre des médecins n'était même pas au courant. En 2017, il y a eu un vaccin qui a été fait par Sanofi aux Philippines contre la dengue. Il y a 800 enfants qui sont morts, ce vaccin a été arrêté directement. Il y a eu un procès à Sanofi, l'usine a été fermée directement et ils sont encore en procès actuellement. Donc pour 800 morts, un vaccin est arrêté, la fabrique est arrêtée, le laboratoire a un énorme procès et nous, avec, je ne sais pas, actuellement, il y a 150 000 morts, je crois, déclarés des vaccins Covid dans le monde. Déclarés, les morts déclarées. 150 000 morts et on continue, on veut le faire obligatoire et on veut le faire aux enfants. Oui, alors, moi, je voudrais poser une question médicale. Dans ma famille, il y a une personne qui vient de déclarer une sclérose en plaques. Elle n'est pas vaccinée et elle est suivie par un neurologue à l'hôpital Mercier à Metz. Et elle est tentée par se faire vacciner et on la cite aussi à se faire vacciner puisque vous savez qu'elle prend maintenant des médicaments pour atténuer son système immunitaire, pour atténuer l'attaque immunitaire contre la myéline. Voilà. Alors, est-ce qu'en cas de sclérose en plaques, si elle a le virus, voilà, parce qu'elle a peur d'avoir le virus, et que ça se propage d'une manière extravagante. À titre personnel, je pense qu'elle a intérêt à ne pas se faire vacciner. On voit des maladies auto-immunes se déclarer après vaccination, on relance l'auto-immunité par la vaccination,
et on lance la production de protéines spike, qui est l'agent pathogène. Donc avoir le Covid me semble moins dangereux pour elle que de se faire vacciner. D'autant plus qu'elle a déjà eu 2 fois, donc je suppose qu'elle a... Elle a eu peut-être une immunité naturelle et elle peut avoir un traitement précoce qui la débarrassera rapidement de la maladie si elle l'attrape. Bon, moi c'est ce que je pense aussi, mais bon, c'était pour avoir confirmation parce que elle est dans le doute là. Et parce qu'on fait énormément culpabiliser l'entourage quand quelqu'un conseille de ne pas se faire vacciner. On cherche à lui faire porter la responsabilité d'une complication potentielle. Et ça, c'est quelque chose d'odieux. Dans sa tête, elle se dit, mon système immunitaire va être amoindri, donc je risque de me choper le virus n'importe quand. Étant donné que j'étais médiatisé et que j'ai plus peur d'eux, je suis totalement libre de faire des attestations de contre-indications pour les vaccins. J'ai fait environ 200 attestations de contre-indications pour les vaccins, que ce soit pour les maladies auto-immunes, pour les maladies inflammatoires, pour des pathologies cardiaques, des choses comme ça. Les flébites, des choses comme ça. Tous ces certificats ont été analysés par le ministère de la Santé au Luxembourg, me sont revenus et m'ont dit il faut que vous fassiez un papier officiel d'attestation de contre-indication contre le vaccin. C'est un papier qui se retrouve dans tous les États européens. Il y a environ une quinzaine de contre-indications. Parmi les contre-indications, il n'y a que des choses qui sont particulières. Il y a même une des contre-indications qui est si vous avez une myocardite, une péricardite non due au Covid, et qu'elle est plus évolutive, c'est-à-dire que vous avez déjà une myocardite, une péricardite, mais elle est guérie, vous avez le droit de réessayer de faire le vaccin. Et il y a un document qui existe et qui... C'est criminel. Oui. Donc, vous pouvez vous dire que la sclérose en plaques, pour eux, c'est pas du tout une contre-indication. Oui, parce que j'ai regardé sur Internet, j'ai Et trouvé un document, mais il n'y avait pas... Je reviens au génocidaire de l'ordre des médecins. Peu importe qu'il y ait 2 millions de morts, on fera le vaccin à tout le monde. Vous comprenez? J'espère que vous avez compris. Peu importe qu'il y ait 2 millions de morts, on fera le vaccin à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui veulent poser des questions. On va prendre la dame là tout de suite. Ouais, c'est mieux avec le micro, on vous entend pas. Venez, ne vous gênez pas. On est entre nous, il n'y a personne qui vous regarde. Il n'y a pas de douzaine de caméras, on n'est pas vu par 5 millions de personnes. Un vaccin, c'est une expérimentation. Ils veulent maintenant obliger ça d'ici l'automne. On manifeste partout et comme ils n'ont rien à foutre, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller contre pour que ce ne soit pas obligatoire, à part manifester. Voter. On n'est pas des cobayes, comme on dit, c'est ça. Voter demain. C'est du business politique, c'est pas autre chose. Mais bon, ils sont forts de ce qu'on voit en France. Je crois qu'il faut voter. C'est déjà les yeux. Il faut voter. Et il y a les législatives après la présidentielle. Oui, il y a trop de gens, pas tous ici en France, mais entière pour dire, et pour dire dans le Luxembourg. Mais je crois aussi qu'il faut arrêter de ne pas parler. Il faut s'exprimer. Si on est des millions à refuser la vaccination, ça finira par peser. Même il y a des tas de gens qui sont prêtés à tout ce cirque. Je pense aux restaurateurs. Oui, voilà, ils se sont mis à genoux au gouvernement. Voilà, petit à petit, ils refusent. Moi, j'ai pu travailler pendant 2 mois parce que les vaccins, pendant les tests, étaient trop chers. J'ai resté 2 mois à la maison sans être payée. Bon, j'ai recommencé en état, même si. Alors, moi, juste pour raconter 2 secondes ma petite histoire personnelle, j'ai eu le Covid et suite à ça, j'ai eu un certificat de guérison qui valait passe sanitaire pour rentrer partout. Je me suis toujours refusée à le présenter. Et ça a toujours marché. J'ai parfois eu la confidence d'un vigile de 2 mètres de haut me disant « Je vous le dis, mais vous ne le répétez pas, je n'ai pas de passe sanitaire. » Il suffit de parler. Alors, si on veut... pour aller contre ça, pour qu'ils ne fassent pas l'obligation, comment on peut les convaincre? Et il faut convaincre les gens qui doivent avoir une 3e dose et une 4e de ne pas se faire vacciner. Je pense que ils commencent à flancher un petit peu ces gens-là. On en a pas mal dans l'entourage qui vous disent ah ouais non j'irai plus c'est fini, j'ai quand même été animé à la 2e ou à la 3e. Et c'est là qu'il faut pousser, il faut les pousser dans le bon sens. Il faut leur dire de ne pas avoir peur des sanctions. Mais c'est les politiques qui mettent ça. Et puis on a... Et si on est nombreux, plus on sera nombreux, mieux ça sera, c'est clair. Il y a une dame là qui arrive.
crois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent poser des questions. Roland, tu veux poser une question? Ceux qui veulent poser des questions, venez peut-être ici directement. Alors bonjour. Alors pour répondre un petit peu à la dame, vous êtes où? Là. Vous posez la question comment on peut faire pour que ça s'arrête. Je pense qu'en fait il faut marteler le fait que ce sont des injections expérimentales et pas du tout vaccinales. Voilà. Non. La loi. Oui, mais c'est faux. C'est faux. Mais oui, mais je pense que là. Mais là on rentre dans un débat. Oui, mais c'est le terme. Oui, si on leur dit ça de toute façon. Vaccin n'est pas le bon. C'est une injection expérimentale. Oui, on est d'accord, on est tous d'accord ici. On est tous d'accord. Mais... Où les gens vont prendre conscience, ça va s'arrêter. Non. Enfin, je sais pas, il n'y a personne qui désire être un rat de laboratoire. Non, ils ne vont pas comprendre. Parce qu'on rentre dans un conflit. Si on commence à leur dire que c'est une injection expérimentale, ils vont dire non, c'est un vaccin. RTL nous l'a dit, BFM TV nous l'a dit, BFM VC, excusez-moi. En fait, si vous voulez, moi il y a un truc auquel je ferai appel si jamais on m'oblige à me vacciner, c'est le recours juridique. Alors, on a plusieurs possibilités sur le plan juridique. Par exemple, s'il y a un intitulé mal fait, effectivement, si ça n'est pas un vrai vaccin, et s'ils ne peuvent pas démontrer que c'est un vrai vaccin, parce que là il faut le démontrer, il ne faut pas seulement le dire, à ce moment-là ils s'en foutent. Quand ils disent qu'on va vous faire un peu vacciner, ben non, c'est pas vrai, j'accepte pas parce que c'est pas vrai le truc. Donc sur le plan juridique, si on est bien défendu, ça peut aider. Sur le plan juridique, moi j'avais envie d'y aller avec un huissier. Et puis dire ouais, moi je vais me faire vacciner, il n'y a pas de problème. Mais seulement après, avant vous allez me signer une feuille où je signale pourquoi je me fais vacciner, qui me vaccine et qui m'assure que je n'aurai pas de complications et qui, de ce fait, se porte co-responsable des complications que j'aurai. Personne ne signera. Mais avec un huissier, vous pouvez porter plainte derrière. Vous dites comment on n'a pas voulu me vacciner, je vais me faire vacciner et qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, il y a des choses à défendre. Je pense qu'il faut creuser l'aspect juridique parce que c'est un peu le seul recours qu'on a contre cette oppression. Et je pense que chaque cas mériterait peut-être d'être aidé sur le plan juridique là-dessus. Alors, j'ai pas trouvé d'autre système que celui-là pour essayer de contrarier les choses. Et l'objection de conscience vaccinale, ça existe, on peut se déclarer objecteur. Voilà, très bien. Ça, c'est vrai. Oui, alors moi j'ai un petit souci personnel. Je dois aller donc à l'hôpital 2 fois au mois de juin. Je suis objecteur de conscience depuis cette crise. Et j'aimerais savoir, parce que j'ai pas envie de faire de tests PCR, je m'y refuse. Est-ce que j'ai d'autres solutions? Vous demandez à un médecin compatissant d'intercéder pour vous, pour le faire entrer sans passe. Si ce sont des examens qui sont prévus, vous écrivez 48 heures avant au chef de service en lui demandant si vous avez toujours votre rendez-vous prévu. Ça dépendra de sa réponse. S'il répond oui, enfin c'est la secrétaire qui va répondre bien évidemment. Si elle répond oui mais avec un pass sanitaire, à ce moment-là vous lui réécrivez en lui disant que c'est du refus de soins et que vous allez porter plainte s'ils n'acceptent pas. Mais généralement ça se passe quand même pas si mal que ça. En fait, c'est ce que je pensais faire, donc j'ai un premier rendez-vous, là ça va être compliqué parce que c'est pour une IRM, en sachant que c'est à Bel Air et ils n'ont pas l'air hyper cordiaux. Donc c'est vraiment là que je suis inquiète, parce qu'après c'est Montpellier, je me dis j'y reste sur 2 jours, j'y reste toute la journée, il y a quand je vois 3 docteurs différents, etc. Là je suis moins inquiète. Par contre je suis plus inquiète, c'est pour mon rendez-vous IRM, donc voilà. À Montpellier, ils ont l'air assez courts quand même, hein, Sinon, il y a le live sur les réseaux sociaux et tu crées ton comité de soutien et tu débarques à 50 et puis on te laisse le faire l'IRM. Ça, c'est déjà arrivé. Une autre question?
Donc je voulais vous remercier très très chaleureusement pour votre action de lanceur d'alerte, Carole, Benoît, Yves et Gauthier. Je pense que vous pouvez les applaudir très très fort. Je te remercie aussi, parce que tu as fait un énorme travail. C'est un enseignant résistant. Donc il y en a d'autres dans la salle, il y a Jocelyne, il y a Pascal. Donc on essaie de contribuer aussi à notre manière. Et tu as mené un combat au Parlement luxembourgeois suite à une pétition avec d'autres, avec Christian Perron, avec Anne-Marie Yim, avec Jean-Luc Montagnier. Donc surtout pour alerter contre l'injection des enfants. Est-ce que tu peux en parler un peu, s'il te plaît, pour voir ce que ça a donné ou quel impact ça a eu aussi dans les médias auprès de la population? Alors, on a fait une pétition contre la vaccination obligatoire au Luxembourg. On a téléphoné au professeur Montagnier, Alexandre Henrion-Caude et Christian Perron. Ils sont venus directement, ils ont tout soutenu lui, ils ont vraiment sauté sur l'occasion pour venir. On les a vraiment beaucoup remerciés. Ils ont été très très heureux de voir tout le mouvement qu'il y avait au Luxembourg, parce qu'il y a un énorme mouvement qui est caché au Luxembourg, mais qui est vraiment très très important. On a vraiment énormément de personnes. Il y en a quelques-uns dans la salle d'ailleurs. On a parlé, alors je vais être un petit peu, négatif, ça n'a pas donné grand-chose en fait. Parce qu'ils ont totalement ignoré les professeurs, ils les ont tournés en complotistes, ils les ont tournés comment il s'appelle, Montagnier, il a le prix Nobel, ils ont dit qu'il avait la Nobelite, qui commence à devenir un petit peu dément. Certains députés sont sortis et ont insulté Alexandre Henrion-Caude, carrément. Elle s'en est plaint auprès de la directrice de la Chambre. Ils ont dit oui, mais ça se passe partout, dans toutes les chambres, ça se passe comme ça. Et puis finalement, là actuellement, ils ont vraiment fait le projet pour l'obligation vaccinale, pour les plus de 50 ans et pour les professions de santé. Je pense intervenir, faire plusieurs choses pour les faire douter d'eux-mêmes. On va essayer de lever des médecins déjà, qui vont vraiment se manifester pour dire leur opposition à la politique de santé au pays. Je suis en train d'y travailler beaucoup et j'essaye d'arriver à lever au moins entre 30 et 50 médecins qui vont être contre la politique de santé. Ça va peut-être faire du bruit. Et puis, j'ai la chance d'avoir un député qui était pendant 27 ans à la Chambre des députés, qui était le créateur du parti écologique au Luxembourg, qui est très très remonté, qui a vraiment une énergie énorme. Certains l'ont déjà vu. Jean Hus, c'est vraiment une personne qui a un très très fort caractère et une très très forte audience aussi au niveau du Luxembourg. Donc on espère faire bouger les choses. Donc j'ai pas terminé, le problème n'est pas terminé. Le chien le plus connu de Luxembourg, c'est un chien libre. Comme je suis un médecin libre, j'ai un chien libre. Un chien très gentil. Donc le combat n'est pas terminé. Là je travaille encore. Moi ils m'ont permis de travailler parce que j'ai une très très grosse clientèle, si ce n'est pas la plus grosse clientèle du Luxembourg. Donc ils m'ont permis de travailler jusqu'au 14 avril pour pouvoir donner les dossiers à mes patients et pour pouvoir leur indiquer d'aller chez un autre docteur. Et j'ai une liste de docteurs, j'ai une liste d'une centaine de docteurs au Luxembourg chez qui je peux envoyer mes collègues, mes patients je veux dire. Et puis on va essayer de faire... Il m'a trouvé. N'ayez pas peur, il est très gentil. Donc voilà, c'est pas terminé, le combat continue. On a fait la marche blanche au Luxembourg, certains la connaissent. On va la continuer parce que c'est quelque chose qui marche, parce que la marche blanche, c'est quelque chose qui est apolitique, c'est quelque chose qui n'a pas de revendication, c'est simplement le peuple. C'est quand les marches blanches? Alors normalement on doit en faire une le 29, mais je n'ai pas l'assurance qu'on fasse le 29, sinon on en fera une au mois de mai, ça c'est sûr. Je reprends un petit peu, j'étais à la Réunion de Paris avec Malone, avec Cole, Cory, avec Louis Fouché,
avec Christian Perron, avec Alexandre Rancode. J'étais avec tous ces gens-là. Moi qui suis un petit médecin du Luxembourg, je me retrouve avec des grands. Finalement, je remercie le Covid. Donc, ces gens-là me disent, soyons positifs, on va changer les choses, on y croit, on est tous là. Il est obligatoire que ce vaccin va être un scandale un jour, que l'histoire du Covid va être un scandale. Donc soyez patients, ça va tomber. Malheureusement, ils sont peut-être en train de nous harceler avec le vaccin, mais je ne peux pas croire que ça va tenir cette histoire. Obligatoirement, ça va être un scandale. On est de plus en plus. Nous, le peuple, on devient de plus en plus des complotistes. Mais je vais juste prendre le plotiste pour nous et le con, on va leur laisser. Bonjour Olivier de Reims, merci à toutes et tous pour cette belle journée. Avant ma question, un rappel, c'est que le président de Pfizer a déclaré dans une interview récente à 3 reprises, ils m'ont dit de faire ça. Donc la question, on avait l'impression qu'il était là la structure plein gré en fait. Et donc ma question, c'est qu'il y a Alexis Cossette de Radio-Québec qui a dit il y a plusieurs mois, graphique à l'appui, qui a démontré, qui a suggéré que la proportion de placebo était dégressive dans le temps. En fait, tout ça pour lisser justement les effets secondaires. Je voulais savoir ce que vous pensiez de cette analyse. Moi j'ai constaté que les effets secondaires sont devenus beaucoup plus nombreux depuis fin 2021, début 2022. Donc ça pourrait aller dans ce sens. Il y a aussi l'accumulation des doses avec la 3e injection. Et c'est la 3e qui génère le plus d'effets indésirables. Une autre question? Alors en tant que personne peut-être un peu plus jeune, entre guillemets, de la salle, et sûrement pas dans la majorité, moi ça me fait plaisir de voir quelques personnes un peu plus jeunes, et des choses comme ça, mais même en tant que médecin, je vois qu'il n'y a pas de médecin jeune, entre guillemets, qui sort un petit peu de la route, du sentier de clous qu'on a tracé. Et je me dis, comme vous avez dit, on commence à être de plus en plus, mais plus le temps va passer, plus on va perdre entre guillemets des personnes, et plus la nouvelle génération va prendre la relève. Sauf que la nouvelle génération, d'après ce que je vois et ce que j'entends, c'est le conditionnement parfait, quoi. Hein, c'est des cons qui suivent ce qu'on leur dit sans se poser la question de pourquoi, du comment, de savoir la bonne réponse, et moi j'ai peur pour mon avenir. Donc je me demande, vous, est-ce que vous voyez dans la médecine, parce que comme tu as dit, tu as été obligé de démissionner, obligé, c'est même pas du plein gré, parce que tu n'avais plus ton mot à dire. Et déjà, tu as pris ta retraite, donc ça veut dire que tu avais de l'ancienneté dans la médecine. Donc des personnes jeunes, je pense qu'on leur laisse même pas le temps de s'exprimer, de leur laisser leur parole. Est-ce que vous pensez que plus tard, il y aura des médecins qui prendront votre relève, entre guillemets? Il va y avoir un scandale sur cette affaire. Donc ce sera leur première expérience. Et là, ils vont comprendre. Ils vont comprendre qu'ils sont formatés. Là, en ce moment, c'est la nouvelle génération, tout est Internet, machin, quadrillé, il faut aller dans des maisons médicales, il faut faire ci, il faut faire ça, on travaille en groupe, etc. À l'expérience, ils verront que ça ne fonctionne pas si bien que ça et que c'est pas si facile. Et s'il y a un scandale qui sort, comme j'imagine même pas qu'il ne sorte pas, à ce moment-là, ils vont voir à quel point ils ont été plus et forcément, il y aura des réactions. On ne peut pas rester comme ça. Les jeunes, ils ne sont pas plus cons que nous. Ils ont envie aussi de faire de la bonne médecine. Ils partent en pensant que ce qu'ils font, c'est bien. Et surtout si on les a... Oui, parce qu'on leur a fait croire. Mais on nous a fait croire tous à des générations. Moi, quand j'avais 20 ans, on m'a fait croire la lune. Il n'y a pas de problème. Maintenant, non. Mais eux aussi, ils vont vivre. Et eux aussi, ils vont avancer. Et eux aussi, ces choses-là, ça va les choquer, forcément. Ça ne peut pas rester comme ça. Il y a peut-être une chose qui est importante, c'est que nous qui sommes des années 60-70, la plupart, on a connu des journaux qui avaient des thèmes différents. On a connu des émissions de télévision avec des débats. On a connu des émissions littéraires avec des débats. Ça n'existe plus. Donc vous n'avez plus l'habitude du débat. Vous n'avez plus l'habitude de parler de ce qui dérange. Vous n'avez plus l'habitude de comparer des journaux qui donnent des avis différents et des politiques différentes. Et donc, vous avez perdu l'habitude de la critique, en fait. On vous a imposé une non-critique. On vous a imposé de ne plus parler, des sujets qui dérangent.
À part quelques-uns, vous avez été lobotomisés, c'est vrai quand même. Ça, on vous a mis devant la télé très jeune. Bon, ça c'est la faute des parents, c'est pas uniquement la faute de l'État. Mais en fait, c'est l'État qui l'a voulu derrière, ou devant même plutôt. Donc voilà, c'est ça. Effectivement, ce que je disais ce matin, les jeunes médecins, enfin, quand je les avais moi en stage, c'est vrai qu'ils avaient du mal à réfléchir. Il fallait leur apprendre. Ils ne connaissent que la technique. Les examens de labo, les examens d'IRM, voilà, on ne fait plus de, Benoît le disait tout à l'heure, ils ne font plus d'examen clinique, il faut qu'on leur réapprenne l'examen clinique. Ça, c'est de la folie. Mais je pense quand même que c'est une question de maturité, effectivement, parce que quand on fait de la médecine, au début, on doit d'abord maîtriser l'aspect technique. Et puis, une fois qu'on maîtrise l'aspect technique, on développe l'aspect humain des choses. Tous les jeunes médecins sont effectivement orientés sur l'aspect purement technique du diagnostic et très obéissants, parce qu'ils sont jeunes. Avec l'expérience, ils vont apprendre à désobéir, ils vont apprendre à être plus humains. C'est la nouvelle génération, nous qui sommes des vieux, excusez-moi, mais on est des vieux, et on avait effectivement l'examen clinique. Nos patrons, c'était vous écoutez, vous palpez, vous écoutez ce que les gens vous disent, le psychologique aussi. Voilà, je crois que c'était ça. Et puis, dans les premières années où on a commencé à travailler, on a entendu parler de scanner. C'était, voilà, dire, et c'est devenu tellement une habitude, le scanner, même si on met 3 mois à l'avoir, ça fait rien. Mais c'est quand même ça qui va faire le diagnostic, alors que c'est pas vrai, quoi. Je veux dire, on a déjà une idée du diagnostic en ayant examiné les gens, et on confirme quelque chose avec les examens complémentaires qu'on peut faire. Mais voilà, les jeunes actuellement, c'est quand même plutôt, je commence par les examens complémentaires et j'examine éventuellement après. Voilà. C'est dommage, mais effectivement, t'as pas tort, Yves, je pense qu'avec l'expérience, ils vont peut-être revenir dessus aussi. Et surtout s'il y a une grosse expérience négative comme ça, qui va en fait tout bousculer. N'oubliez pas qu'un médecin, si vous avez un médecin généraliste, c'est un médecin qui examine. Si un médecin ne vous examine pas ou il vous examine par téléphone, non, c'est pas un médecin, c'est pas possible. Il faut leur dire ça. Vous n'acceptez pas ça. Il ne faut jamais accepter. La téléconsultation, ce n'est pas de la médecine. Il faut dire que quand vous allez chez le médecin et que vous dites j'ai mal au ventre, on vous demande d'abord si vous êtes vacciné. Et après, pendant 3 quarts d'heure, on va vous dire il faut vous faire vacciner, mais on s'en fiche du mal de ventre. À la limite, c'est comme ça. Je voudrais juste saluer Théo, une vingtaine d'années, qui participe à ce genre de meeting. Je trouve ça très bien. Et je sais pas où il est parti. Je pense que par sa mobilisation aujourd'hui, et s'il arrive à convaincre un ou deux de ses copains aussi jeunes qui viennent et qui participent à ces réunions, en discutant avec des médecins justement qui n'ont aucun conflit d'intérêt ou de corruption derrière eux. Donc en fait, ça relancera les choses chez les jeunes aussi. C'est vrai que les jeunes médecins, c'est un peu plus compliqué pour eux d'avoir leur libre arbitre, mais c'est en relayant l'information en fait que ça va se faire. Une autre question ? Alors on va peut-être demander, excusez-moi, on va demander un témoignage sur des écoles secondaires. Je m'appelle Philippe Coutelier, s'il veut bien venir sur scène pour nous expliquer un peu son problème. Et le temps qu'il arrive, on va... Bonjour, je suis Yolande, présidente du MIC 67. J'ai une formation de juriste, même si je ne suis pas juriste, donc je voudrais juste vous apporter quelques précisions sur des remarques qui ont été faites tout à l'heure. D'abord, en ce qui concerne les injections à titre expérimental, personne, absolument personne, ne peut vous obliger à vous laisser injecter. Vous pensez bien que si c'était faisable, il y a longtemps qu'elle serait obligatoire pour tous. Donc, il suffit de dire non. Ensuite, pour les personnes qui ont besoin de se rendre à l'hôpital pour des consultations qui sont prévues, donc programmées, aux urgences, évidemment, vous n'avez besoin de rien, mais pour les consultations programmées, vous avez un très bon moyen, c'est le pass européen. Vous passez partout avec ça. Je suis même rentrée au Parlement européen, alors que je n'ai jamais été vaccinée, je n'ai jamais fait de test PCR, et je passe
partout avec ça. Il est où? Vous le trouvez sur le net, soit sur Unix 67, Unix 57, je crois là aussi. J'en suis pas certaine, mais il me semble. Mais sur Unix 67, vous le trouvez, ça s'appelle PASS européen. C'est un formulaire à remplir, vous mettez juste votre nom, votre prénom, votre date de naissance, l'heure où vous avez prétendument fait un autotest. Évidemment, je ne fais jamais d'autotest. Ils nous mentent, je leur mens. Voilà, c'est de bonne guerre, je trouve. Et donc, vous remplissez juste ça, l'heure à laquelle vous l'avez fait. Veillez juste à ce que l'heure et la date soient inférieures à la lettre. Voilà. Moi, je voudrais juste faire une remarque. Dans les années 1933, le docteur Burnet, médecin suisse, écrivait « Médecin français, je dis bien français, ton devoir, et c'est là ton seul devoir, n'est pas de guérir les malades, ce doit être le dernier de tes soucis. Ton devoir, c'est de mettre en application les lois autorisées par les autorités. Et un peu plus loin, ces puissants laboratoires, plus puissants que de nombreux États. » Bonjour. Alors, bonjour Jocelyne. Bonjour Monsieur Ox. Je voudrais avoir votre avis sur le phénomène de la dispersion virale. J'ai entendu il y a quelques mois un docteur états-unien qui s'appelle Brian Ardis, si je me souviens bien, il parlait avec Rainer Fulbich, et donc il expliquait que, étant donné qu'il y a des millions de spicules qui sont produites dans le corps suite aux injections, eh bien, il y avait une certaine partie qui pouvait être excrétée. Et je ne comprenais pas très bien comment ça pouvait se faire, ou alors par la salive ou la sueur. Donc je voudrais avoir votre avis là-dessus. Et d'autre part, j'avais lu aussi que des fabricants avaient fabriqué il y a quelques années un prototype de vaccin à dispersion pour les animaux. C'est-à-dire que c'était un vaccin qui empêchait après la reproduction des animaux. Donc voilà, je voudrais avoir votre avis sur le phénomène de la dispersion virale. Du fait qu'une personne injectée puisse contaminer dans son entourage des personnes non injectées. Et notamment les enfants, dans les familles. Alors, c'est une théorie. C'est une théorie qu'on a en tête, qu'on garde bien en tête et qu'on observe et qu'on essaye de contrôler, de regarder la dispersion sur la mort de on fait de l'épidémiologie, on essaye de regarder sur le plan clinique aussi si on peut avoir des transmissions. Hervé Seligman a fait un gros travail, justement, il en a parlé, en disant que lorsqu'on fait des vaccinations, on regarde, on a une augmentation de la mortalité chez les enfants. Il faut être objectif. Sur le plan scientifique, il faut toujours essayer d'avoir une objectivité. Est-ce que cette mortalité augmentée chez les enfants est due à une mortalité chez les nouveau-nés, c'est-à-dire qu'un enfant mort-né à partir de 24 semaines de grossesse peut être considéré comme un enfant mort alors qu'il n'a pas fait de vaccination, alors que sa mère a fait la vaccination. Vous comprenez? Donc on peut avoir une augmentation de la mortalité chez les enfants due à ça. Maintenant, il est possible que cette augmentation de la mortalité, et on a remarqué depuis l'été dernier qu'on avait énormément de bronchiolites dans les services de pédiatrie, et Coralie va peut-être pouvoir nous en parler, et que ces bronchiolites étaient complètement inhabituelles en été. Est-ce que c'est dû avec la vaccination? Il est possible que ce soit dû à la vaccination, et il est possible que ce soit dû à un élément, un spike qui serait transmis, ou un élément viral qui serait transmis, ou un prion qui serait transmis, on ne sait pas. Le professeur Montagnier nous avait parlé aussi des Creutzfeldt-Jakob. Les Creutzfeldt-Jakob, c'est un prion, c'est un espèce de microvirus qui se transmet, qui peut donner une encéphalite. Il avait prêté attention à ça parce qu'il avait dit qu'il y avait une augmentation des Creutzfeldt-Jakob. Et il était très très inquiet à cause de ça. Depuis qu'il est mort, on a entendu, et j'ai entendu moi, je ne suis pas allé vérifier, mais apparemment ils ont trouvé 70 Creutzfeldt-Jakob en France. Alors que je crois que dans le monde, il y a 150 Creutzfeldt-Jakob par an. Et on a 70 Creutzfeldt-Jakob en une année en France. Donc c'est très très inquiétant.
est-ce qu'il y a un élément de transmission, un prion qui est transmis? Ça reste une théorie. Tout ça, ça reste encore des théories. Ça reste à confirmer. Il y a des études qui vont être faites. On va faire de l'épidémiologie pour voir s'il y a des transmissions chez les enfants. Hervé Seligman a regardé les enfants. Il a étudié la mortalité chez les enfants parce que les enfants n'ont pas fait de vaccination. Donc il a essayé de regarder s'il y avait une augmentation de la mortalité dans une population qui n'avait pas fait la vaccination. On remarque qu'il y a une augmentation de la mortalité. On peut pas, c'est des petites quantités de morts. Donc on ne peut pas confirmer cela et on ne peut pas dire s'il y a vraiment une transmission à partir d'un aimant, un spike qui serait transmis par la transpiration, un virus comme un prion qui serait transmis, on ne le sait pas encore. Benoît, je vais te couper, on prend juste une dernière question rapide et on fera l'intervention de Philippe, s'il te plaît. Alors moi, c'est une réponse une question qui demande juste vrai ou pas vrai. J'ai entendu dire tout et son contraire, à savoir, j'ai entendu dire qu'il y avait une prime pour les patients hospitalisés qui était notée Covid. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, c'est pas moi qui fais la cotation et je m'occupe pas des hospitalisations Covid, mais oui, les séjours pour Covid sont facturés plus cher que les séjours pour patients non Covid. Martine pourra y répondre aussi. On va répondre après, Martine. On fait juste l'intervention. Je vais juste dire ça, pas que vous mépreniez sur ce qui vient d'être dit, c'est pas une prime. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une façon de coter les séjours hospitaliers, la tarification à l'activité, et c'est pas choquant, alors je vais peut-être vous choquer, mais c'est pas choquant qu'un patient hospitalisé pour Covid, un vrai Covid, il faut mobiliser beaucoup plus de soignants pour ce patient-là. Donc que le séjour soit tarifé plus cher, ça c'est pas choquant. Par contre, qu'en effet, qu'un patient arrive pour une question lambda, qu'il soit simplement testé, et qu'il soit positif, qu'il n'ait aucun signe du Covid, et qu'on écrive Covid en diagnostic principal pour recevoir cette tarification, ça c'est choquant. Merci Martine. Philippe, s'il te plaît. Je passe mon micro. Bonjour à tous, je suis Philippe Couturier, donc je pense qu'il y a certaines personnes qui me connaissent déjà, puisque je me bats depuis 2 ans contre toute cette escroquerie et ce complot de génocide, surtout dans les manifestations de Metz, sur les réseaux, etc. Là, je voulais faire un petit témoignage rapide, je ne m'étends pas là-dessus, parce que, voilà, moi j'ai eu une fille qui s'appelle Manon Leroy, qui a 18 ans, qui a fait 2 doses de vaccin, malgré tous mes conseils de ne rien faire, puisque c'était uniquement pour partir en Espagne en vacances, alors qu'à l'époque, on pouvait faire encore des PCR. Je salue Néo-Presse, salut. Néo-Savoir. Bon, elle vit avec sa mère. Sa mère est gentille et voilà, et convenable, sauf qu'elle est naïve et laxiste. Donc, à un moment donné, ce qu'ils ont fait, malgré tous les conseils que j'aurais donnés, ils sont partis faire une dose de vaccin. Et puis une deuxième dose. La mère n'a rien eu, mais ma gosse a été fortement endommagée. Elle s'est retrouvée dès la deuxième dose, je tiens un exemple, piquée à 17h le soir, 20h couchée avec 42 fièvres. Et ceux qui me disent que c'est pas lié au vaccin. Alors comme je suis avec des médecins, je vais vous dire ce qui se passe, parce que rapidement, moi je ne connais rien en sciences. Elle a eu donc 4 semaines couchée avec 42 fièvres, la fièvre ne tombait pas, 2 fois aux urgences, les urgences m'ont rabattu à la maison, d'Afalgan, une fois transportée à l'hôpital, et puis elle a attaqué la rentrée de septembre, bien évidemment, avec de la fièvre, ce qui n'était pas évident, parce qu'il fallait bosser à l'école, à la rentrée, dans une nouvelle classe, avec de la fièvre et avec un masque. Et comme elle est à l'internat, elle a le masque 24-24, c'est-à-dire toute la journée à l'école et toute la nuit, vu qu'ils sont 4 par chambre. Super. Alors, voilà les conclusions. Ils ont dit la SAT-GOT, elle était à 211 au 38, la LAT-GPT, elle était à 181 au 44, la protéine C à 11 alors qu'elle doit être inférieure à 5, je crois, les GGT à 192, normalement c'est inférieur à 24, les lymphocytes 6,96 alors qu'elle doit être entre 1 et 4, les transaminases 65 alors qu'elle doit être entre 10 et 35, les gamma-GT étaient à 500 alors qu'elle doit être inférieure à 40. Voilà. Donc là, franchement, je vais vous dire, il faut arrêter de vivre dans un monde de bisounours. Moi, je dis que ce système-là, il est pour détruire les anciens et les jeunes. Il est pour détruire très longtemps les nombreuses masses de population. Et moi, je crois qu'on s'en sortira jamais si on n'a pas un jour ou l'autre 15 millions de gens dans la rue. Parce que c'est sur ça qui est le gouvernement. Personne ne veut le pratiquer. Ce vaccin, c'est une merde, c'est un traitement expérimental qui a 50 souches virales, il faut savoir. Quand vous allez faire un passeport pour aller au Canada, ils ne vous disent pas avez-vous votre vaccin, ils vous disent avez-vous le schéma vaccinal, le schéma expérimental, je ne sais plus quoi.
C'est un truc de fou, hein. Alors déjà, les mecs qui se mettent au Canada, moi ça m'éveillerait quand même. Hein. Voilà. Après, il faut me répondre à mes questions. Aujourd'hui, personne ne répond. Par exemple, pourquoi moi je mets un masque à 9h le soir dans la rue Sartenoise de Metz, alors qu'il n'y a pas un chat dans la rue, et que j'ai le masque ici, et que le flic me dit qu'il faut mettre votre masque jusque-là, alors que quand je lève les yeux, il y a une salle de sport vitrine qui dégouline de sueur, avec les mecs qui font du sport comme ça, et qui se crachent dessus. Génial. Après, il faut me dire aussi pourquoi on capitalise les vaccins. Ça, c'est fort, hein. On capitalise les vaccins de la santé. Et en fait, troisièmement, posez-vous bien la question, ça c'est génial, si vous avez une assurance vie, ça concerne un copain à moi qui s'est fait avoir, il est mort, il a souscrit une assurance vie, il était vacciné, sa femme touche 0. 150 millions d'assurance vie. Les assurances disent que c'est un suicide. Donc maintenant, si les gens n'ont pas compris que là, on est dans un système de génocide, de destruction mondiale, et qu'il faut se bouger le cul dans les rues, parce qu'à mon avis, il n'y a que ça qui marchera, il faut tous les faire tirer, et ben voilà. Maintenant, je vous remercie bien de votre attention. Merci à tous. Merci pour votre intervention. Si je peux me permettre un commentaire, c'est vrai que si on était 15 millions dans la rue, ce serait formidable. Tout le problème, c'est qu'il faut réveiller les gens. Et Dieu sait qu'on le sait. On a essayé, on essaye toujours, mais on est vraiment contre un mur. On va le détruire, le mur, mais il va falloir très longtemps. Il faut le saper, et comme dans toute sape, c'est très long. Demain, c'est une occasion, effectivement, et qui ne va pas se reproduire tout de suite. Hein. Moi, je tiens à dire qu'on est tous responsables. Vous êtes extrêmement courageux, vous êtes des héros et nous vous admirons. Mais chacun de nous, on est responsable. Qu'est-ce que vous faites? Combien de mails vous envoyez à l'administration? Des petites choses. Quand je vois que sur des réseaux, on est 400, qu'on demande d'envoyer un mail et qu'on se retrouve à 50, là, je dis, on est tous responsables. Ce ne sont pas les députés qui sont responsables, ce ne sont pas les médecins, ce ne sont pas les labos. C'est chacun de nous. Et quand on aura compris ça, ce sera terminé. Merci. Alors, ici, je suppose que vous êtes tous des convaincus, et à chaque fois c'est pareil, quand on se retrouve en manif, c'est tous des convaincus. Ce qu'il faut, c'est aller chercher ceux qui n'y sont pas, et qui pourraient l'être éventuellement. Il y a 20% de la population qui ne le sera jamais, c'est les 20% qu'on fait vacciner leurs gamins de 5 à 11 ans. Les autres, on peut les faire tourner. Et pour les faire tourner, il faut aller chacun en chercher. Et effectivement, ici, je suppose que vous êtes tous convaincus par rapport à ce qu'on a dit. Il y a des gens qui n'étaient pas convaincus avant de venir? Non. Monsieur Day, je dois vous couper. On peut vous applaudir bien fort. Au Québec, Dr. Yves de Rolex et Caroline Duval. Vous applaudissez bien fort. Merci pour votre